Bienvenue à tous, Ben Baudouin en compagnie de Yohan Lennes de la maison, mon cher Yohan, dans ta man cave avec, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en fait en vidéo, c'est les affiches des galas auxquels tu as participé à l'UFC, c'est ça, hein? Exactement, ouais, dans mon man cave, j'ai quelques beaux souvenirs qui me rappellent mon parcours à l'UFC, là. Je sais pas si Bryan Battle, avec ses 8 combats à l'UFC, s'est fait un petit musée comme toi. Mais c'est intéressant parce qu'on a appris cette semaine, et ça a piqué ta curiosité. Ouais. C'est pas toujours facile la vie après avoir été retranché de l'UFC, hein? Ah non, écoute, Bryan Battle, qui a fait un super parcours à l'UFC, 7 victoires, 1 défaite, gagnant de The Ultimate Fighter, a 2 bonus de performance à sa fiche, a malheureusement manqué le poids 3 fois, s'est fait retrancher de l'UFC, se ramasse à devoir travailler un 9 à 5 dans un Walmart, redoit mettre la main à la pâte pour retravailler comme ça un athlète qui s'est battu dans les plus grandes organisations de l'UFC partout dans le monde. Pour moi, ça fait pas de sens. Fait que c'est important d'être un combattant puis de comprendre qu'il y a un après ici. Tu sais, être combattant, c'est une période de temps que tu passes, puis il y a un après ça. Puis quand je vois un gars comme ça qui a autant de talent, qui a gagné des Ultimate Fighter 7-1 à l'UFC, qui se ramasse à faire du 9 à 5, moi, je trouve ça triste. 31 ans seulement, bon. Effectivement, il ne s'attendait pas à ce que sa carrière à l'UFC prenne fin aussi abruptement, j'imagine. Fait que peut-être que ça explique pourquoi il n'y avait pas nécessairement de plan B tout de suite d'établi. Je lisais un petit peu, apparemment, il a signé avec la PFL. Pas de combat encore d'annoncer dans son cas. Effectivement, c'est tout un talent, mais il a été retranché parce que son éthique de travail qui faisait défaut, donc potentiellement qu'il y avait peut-être les mêmes défauts au niveau de sa gestion de ses revenus, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, on le voyait souvent arriver au combat avec des grosses chaînes en or et tout. Tu sais, je le connais pas, puis je le juge pas, puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faisait avec son argent, puis c'est correct. Puis à la fin de la journée, étant combattant de l'UFC, quand tu commences, tu fais pas beaucoup d'argent non plus. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une tête là-dessus, puis de la placer à la bonne place, là. Le message est lancé, en tout cas, s'il y a des jeunes combattants qui nous écoutent. C'est pas la panacée, l'UFC. C'est pas une fin en soi. Il faut vraiment faire attention et bien préparer la suite, comme Yohan l'a fait. Ta carrière n'est pas terminée, mais tu es impliqué dans 1001 projets. Je pense à Pat Côté qui fait plein de trucs également à l'animation, qui est acteur aussi. Donc, il y a des bons exemples quand même au Québec pour des combattants qui ont des beaux parcours à l'UFC, mais qui sont capables de poursuivre par la suite. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. La majorité de l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'UFC 322. Immense gala au Madison Square Garden ce samedi. 2 combats de championnat. Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena en grande finale pour le championnat des mi-moyens. Et super combat. Zhang Weili, championne des 115 livres, qui monte de catégorie pour affronter la grande Valentina Shevchenko à 125 livres. Donc, 2 combattants, Zhang et Makhachev, qui ont la chance d'aller chercher des titres, des ceintures dans une 2e catégorie. Ça promet. La carte au complet est carrément fantastique. Donc, on va en parler énormément, mettre la table pour cet événement. On va quand même revenir tout de suite en début d'émission avec Yohan sur ce qui s'est passé à l'Apex la semaine passée. Gabriel Bonfim qui a battu Randy Brown. Bonfim qui garde sa place dans le top 15 avec une victoire vraiment convaincante, là. Premier round, il a été très, très, très solide en combat debout. On s'attendait à un choc de style. T'sais, on s'attendait à ce que Brown, oui, soit bon en striking, mais que Bonfim, reconnu pour son jeu au sol, tente de l'amener au sol. Rien de ça. C'est les coups de pied dans les jambes au premier round de Bonfim qui ont vraiment fait le travail. Et il a terminé ça au 2e round avec un coup de genou percutant. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, Yohan? Hey, mais quelle performance, parce que Bonfim, comme tu l'as mentionné, on s'attendait pas à ça du tout. Randy Brown qui avait l'avantage au niveau de la portée complètement, puis Bonfim qui est venu installer des kicks au premier round, qui est venu vraiment installer son combat debout. Et au 2e round, comme on vient de le voir, là, un coup de genou dans le clinch directement sur le menton. Pour moi, là, juste de voir la façon comment Brown est tombé, il n'y avait aucun doute que l'arbitre devait arrêter le combat. Il est tombé. Quand il a touché le sol, ses 2 mains étaient le long de son corps, donc il était mou.
Et lorsqu'il a repris conscience, il a mis les mains devant son visage, il n'y avait aucune défensive, il était hors de combat, donc très bel arrêt de l'arbitre. Oui, exact. Ça a été une des questions qu'on se posait, en fait, et je voulais te la poser, tu y as répondu, parce que certaines personnes disaient, en tout cas Brown, lui, disait que c'était un arrêt hâtif, évidemment, mais je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on préfère un arrêt hâtif, peut-être un peu hâtif. Dans ce cas-ci, je suis d'accord avec tout ce que tu viens d'expliquer, parce que l'arbitre a sauvé Brown de plusieurs coups qui auraient pu être vraiment, vraiment dangereux, vraiment percutants. Là. Je préfère ça que le contraire, en fait. Là. Exactement. Puis, ce qu'on veut voir lorsque quelqu'un est branlé, l'arbitre est là pour sécuriser les combattants puis les garder en sécurité. Quand on voit qu'on tombe au sol comme ça, il y avait aucun moyen de défense, il y avait aucune manière qu'il essayait de se relever, de se défendre. C'était juste, il était en position tortue, donc l'arbitre voyait bien qu'il n'y avait aucune contre-attaque, aucune riposte du côté de Brown. Il se devait d'arrêter le combat parce que, comme tu l'as mentionné, c'est souvent le deuxième, le troisième coup et là, le quatrième coup qui va mettre la personne complètement KO puis les dommages, mais c'est là qu'ils se font. Hein. Exactement. Donc, belle performance de sa part. A mis au défi Colby Covington dans son entrevue d'après-combat. Je déteste pas ça. Covington, sur la pente descendante, a perdu son dernier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je suis même pas sûr qu'on l'a vu cette année. Il a perdu contre Joaquin Buckley. C'était au mois de décembre dernier. Ouais. Donc, qu'est-ce qui arrive avec lui? On le sait pas. Un gars en ascension, un très, très bon athlète comme Bonfim, honnêtement, je déteste pas le défi. Là. C'est la chose à faire pour Bonfim parce que là, a fait un KO très spectaculaire, a démontré un petit peu son côté, son combat debout. On le savait, Bonfim, c'est un spécialiste de jiu-jitsu brésilien, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de soumissions à sa fiche. Là, vient de démontrer qu'il a un bon combat debout, est rendu classé 10e après cette victoire-là, veut continuer de descendre dans les classements. Colby Covington, comme tu l'as mentionné, est sur la pente descendante. C'est un nom un petit peu facile. Je pense que c'est la stratégie pour Bonfim. Moi, j'achète ça. J'achète Bonfim contre Covington, c'est sûr et certain. Oui, effectivement, il a fait un bond de 4 places. Bonfim 10e et Covington, lui, a descendu d'une position. Il est maintenant 11e. Rapidement, victoire de Joseph Morales contre Matt Schnell en demi-finale. C'était chez les poids mouches. Guillotine au premier round. Combat vraiment très, très solide de Morales qui, depuis son retour à l'UFC, va chercher une deuxième victoire quand même avec 2 soumissions. Donc, il est revenu avec le couteau entre les dents un petit peu. Là. Ouais, Morales qui n'a pas perdu depuis 2021, là, ça va faire un bon bout de temps là, qui est sur une belle lancée. 8 soumissions en 14 victoires. C'est un gars qui termine ses combats très spectaculaires. Guillotine au premier round comme ça. C'est une belle façon pour lui de montrer qu'il veut percer, qu'il veut se rapprocher d'un combat de championnat. Puis pour Schnell, lui, ça va moins bien un petit peu. Oui, exact. 2 victoires seulement à ses 7 derniers combats. Donc, à suivre pour le vétéran Schnell, qu'est-ce qui va arriver avec lui dans les prochaines semaines. Christian Leroy Duncan, l'anglais, a été vraiment impressionnant contre Marco Tullio. KO au 2e round, on est chez les 185 livres. C'est un gars qui est rapide, un très, très bon athlète. On le voit tout de suite, il est très puissant. Ça lui a valu ce KO, un boni de performance. C'est surtout qu'il est imprévisible avec les attaques renversées et tout ça. C'est rare qu'on voit ça chez les poids moyens, là, chez les catégories plus élevées. Hein? Écoute, c'est un athlète de haut niveau, on le voit, là, c'est un gros bonhomme, c'est un gros 185 livres. Je serais curieux de savoir combien il pèse dans la vie de tous les jours. Il a sorti un coup de coude renversé comme ça, a terminé le combat avec sa boxe, et vraiment sur une belle lancée. 6 victoires, 2 défaites à l'UFC. À noter que ces 2 défaites sont contre Grégory Moussassi puis Arman Petrosian. Dans ses débuts, là, il commençait puis on lui a donné ces noms-là. Donc, il a perdu par décision, mais ça démontre à quel point son potentiel est grand. Perdre par décision lorsque tu commences à l'UFC contre des noms comme ça, vraiment 3 victoires consécutives pour lui, très spectaculaire. L'avenir est prometteur pour Christian Leroy.
Ouais, exact. J'ai mis combattant à surveiller dans une catégorie en plein changement, là, les poids moyens. Là, donc, ajouter un autre nom à surveiller. Et finalement, sur la sous-carte qui a retenu l'attention beaucoup dans les médias cette semaine, Josh O'Kitt contre Max Jimenez. C'était chez les lourds. O'Kitt qui l'a emporté, ça y a même pas pris une minute. KO en 56 secondes. C'est un très, très bon lutteur. O'Kitt, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un personnage. C'est un Américain. Il n'a pas réussi à percer dans la NFL. Il a été sur les équipes d'entraînement des 49ers et des Cards de l'Arizona, entre autres. Mais il a lâché le football parce qu'il retournait à son amour de la lutte, notamment, et dans les arts martiaux mixtes. Quand il était au collège, à l'université, il faisait et du football et de la lutte. Très, très bon dans les deux sports. Et quand il a fait Contender Series cette année, on a un petit peu appris à le connaître. Puis c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Puis il a dit des trucs du genre... les joueurs de football, c'est toutes des mauviettes. Là, c'est fini, ça. Je m'en viens dans un vrai sport de mâle, d'un vrai sport d'homme, les arts martiaux mixtes, à l'UFC, tout ça. Donc, tu sais, puis t'as vu son entrevue d'après-combat, c'était pas vraiment une entrevue, c'était un poème qui s'était écrit pour mousser sa candidature puis mettre au défi Walter Walker. Quand tu lui donnes un micro entre les mains, ce gars-là, tout peut arriver, là. Ouais, puis je pense que, tu sais, vendre ce combat-là contre Walter Walker, c'est extrêmement bon parce que là, c'est deux nouveaux heavyweights qu'on a qui arrivent, qui commencent à faire beaucoup de bruit, qui sont très vocales, puis qui ont un peu un style à eux-mêmes aussi, comme c'est des nouveaux styles qu'on connaît pas trop. Walker avec ses soumissions, 4 victoires de suite avec des clés de cheville, c'est ça? Exactement, c'est clés de cheville, 4 victoires de suite consécutives, qui réussit à terminer le combat de la même manière. On sait que c'est ça qu'il va faire, mais réussit quand même à terminer le combat de cette façon-là. Et de l'autre côté, le lutteur qui s'en vient, qui semble avoir une bonne force de frappe aussi, aime ça aller à la guerre. Donc, moi, je trouve que c'est tellement important de mousser ça comme il l'a fait. C'est tellement important de se vendre. Puis, comme on l'a mentionné en début de podcast, c'est une période d'être combattant, puis cette période-là, tu l'utilises pour maximiser le plus possible ce que tu as autour de toi, puis je pense qu'il le fait très bien. Exactement. Donc, à suivre, Josh O'Kitt. UFC 322, sur une échelle de 1 à 10, Yohan, à quel point tu es excité pour cette carte-là cette fin de semaine? 150-10. OK. Ah non, mais c'est juste des gros noms. Hey, pour que en fin de prélim, Bo Nickel soit sur la carte contre Vieira, qui est champion mondial de Jiu-Jitsu, contre un des futurs aspirants qu'on mettait déjà pas loin d'un championnat. Donc, puis ils sont en prélim, donc ça démontre à quel point c'est vraiment une grosse carte, là. Exactement. La carte principale dans son ensemble est carrément exceptionnelle. Et le combat final, Makhachev contre Jack Della Maddalena, est sensationnel sur papier. Jack Della Maddalena, champion des 170 livres, on se rappellera qu'il a détrôné Belal Mohamed à Montréal. C'est 18 victoires de suite. Il n'a pas perdu depuis 2016. 8-0 à l'UFC également. Islam Makhachev, 15 victoires de suite. Pourrait égaler le record de tous les temps d'Anderson Silva pour la plus longue séquence de victoires à l'UFC, avec une 16e cette semaine. Tente d'aller chercher un combat dans une deuxième catégorie de poids. Lui non plus n'a pas perdu depuis 2016. On a deux gars qui s'affrontent, qui n'ont pas subi la défaite depuis 9 ans en grande finale. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Ben, c'est exceptionnel. C'est vraiment, puis c'est un choc de style. Jack Della Maddalena, qui est un gaucher, un bon striker, une bonne boxe, mais une très bonne lutte aussi. Son jiu-jitsu n'est pas à sous-estimer. A fait des camps d'entraînement avec les meilleurs. On le sent en ce moment, s'entraîne avec Jones, Volkanovski, s'est entraîné beaucoup avec Craig Jones, qui est un des meilleurs dans le jiu-jitsu en ce moment, qui a donné énormément de trucs. Puis Craig Jones dit même que GDM lui a montré certains trucs. Donc, ça montre à quel point son arsenal de jiu-jitsu est complet. Puis on l'a vu dans ses derniers combats contre Belal, contre Burns. C'est des gars qui ont un bon rythme. Hey, son 5 rounds de 5 minutes contre Belal nous a démontré à quel point Jack Della Maddalena était en mesure de répondre à l'adversité. Puis moi, c'est ce qui fait que ça me met en confiance un petit peu contre un combat comme Makhachev.
Exactement. Parce qu'il l'a dit, et je lui ai parlé cette semaine, qu'il s'attend à un combat encore plus difficile que contre Belal Mohamed, notamment au niveau du jeu au sol. Il estime que la lutte et le grappling de Makhachev est supérieur à celui de Belal Mohamed. Ça avait été une des clés dans le combat à Montréal. Hein? On se demandait qu'est-ce qui va arriver si il va au sol. Bon, peut-être que Mohamed a un petit peu délaissé ça, a été moins incisif, a peut-être moins utilisé sa lutte qu'on l'anticipait, mais quand c'est allé au sol, à chaque fois, JDM a été en mesure de se relever relativement facilement, ne s'est pas laissé maîtriser au sol et ça a été une des grosses clés pour lui. Premier extrait que j'ai pour vous de Jack Della Maddalena, c'est sur le défi que représente Islam Makhachev. Il est négligé contre l'ancien monarque des 155 livres qui monte à 170 livres. Yeah, dream come true, fighting one of the best fighters ever. Sort of like big challenge, big mountain to climb, but I feel like I've got the skills, got the team behind me and the ability to make it happen. Can't wait, I think a lot of people are doubting me, but I'm excited to shock the world and bring the belt home once again to Perth, Western Australia. I feel like I'm coming in with the underdog mindset. I feel like I've got everything to prove. So yeah, I've got the same mindset as before. It's show all the doubters that I'm the real champion. I'm here to stay for a long time. Donc voilà, et vous l'entendez, beaucoup de respect évidemment pour Islam Makhachev, un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète. Mais il dit, j'ai la même mentalité que j'avais contre Belal. J'étais négligé aussi selon les preneurs au livre et j'ai utilisé ça comme une motivation de dire faut que je prouve aux gens que j'ai ma place, que c'est moi le véritable champion. Même chose contre Makhachev, ça l'avait bien servi là, à Montréal. Oui, exactement. Puis tu sais, Jack Della Maddalena qui a perdu ses 2 premiers combats professionnels et qui, malgré tout, a gagné les 18 suivants. Donc, pour moi, ça démontre une résilience et une persévérance incroyable. Ce gars-là est capable de surmonter l'adversité. C'est incroyable juste de voir comment il a réussi à gagner contre Burns alors que c'était pas un combat qui était gagné à l'avance non plus. Donc, Della Maddalena qui est 18-2, 12 KO, un gars qui gagne très solide. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Ça va se jouer selon moi au niveau de l'expérience un petit peu. Parce que si je regarde la fiche des combattants que Della Maddalena a affronté, OK, oui. Il a affronté des bons combattants. Il y a eu Burns, OK. Il y a eu son combats contre Belal, OK. Par contre, avant ça, Kevin Holland, Gary Roberts, Randy Brown. On parle de gars, tu sais, c'est pas des poiriers. Volkanovski, c'est Holloway. C'est pas des noms immenses. Saroukian. Exactement. J'ai l'impression que Islam Makhachev a tellement affronté des grands champions. Donc, j'ai hâte de voir, mais faut pas sous-estimer Jack Della Maddalena parce que c'est ce qu'on a fait avec Belal un petit peu, puis on a vu ce qu'il pouvait nous donner. Mais le grand Islam Makhachev, tellement dominant, 3 soumissions à ses 3 dernières sorties, 2 Darce choke, à ses 2 dernières soumissions. Donc, il maîtrise tellement son art, là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, le passage à 170 livres? On sait que c'était difficile pour lui à 155. C'est des coupes de poids assez importantes. Ouais. Donc, JDM, lui, pense que ça va avantager un petit peu Makhachev. En fait, il s'attend à un Makhachev encore meilleur, c'est-à-dire avec plus d'énergie et tout ça, qui va moins en laisser durant la coupe de poids. Ouais. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec son analyse? Je pense que Makhachev peut être encore plus dangereux dans les 2 premiers rounds. Je pense qu'à partir du 3e, 4e, 5e round, le 170 livres va peut-être commencer à se faire sentir. Lui qui est peut-être pas habitué de porter ce poids-là à tous les jours nécessairement lorsqu'il s'entraîne, lorsqu'il se bat, c'est différent. Va peut-être se sentir un petit peu plus lourd, un petit peu plus lent. Tandis que Jack Della Maddalena, lui, est vraiment habitué d'être à ce poids-là. J'ai pas l'impression que ça va être un petit Islam Makhachev, par exemple, à 170 livres. Au contraire, ça va être un gros Islam Makhachev. Est-ce que le cardio va suivre? Là est la question. Effectivement. Deuxième extrait de Jack Della Maddalena, c'est sûr, et tu l'as mentionné, c'est sûr, ses partenaires d'entraînement, notamment Alexander Volkanovski. C'est le champion des 145 livres, a décidé par lui-même, ou en fait, c'est lui-même proposé pour aller s'entraîner et aider JDM dans sa préparation. Donc ça, c'est pas rien. Et en fait, ce qu'il apporte, c'est des connaissances.
il a passé énormément de temps dans la cage avec Islam Makhachev. Leur premier combat, là, ça avait été extrêmement serré, une décision. Bon, c'est sûr que le deuxième combat s'est terminé au premier round, mais il a passé plus de 25 minutes dans la cage et a poussé, surtout dans le premier combat, Makhachev dans ses derniers retranchements. Donc, une aide vraiment inestimable pour Jack Della Maddalena d'avoir le champion Volkanovski dans son camp d'entraînement. Yeah, Volk, he's been a big inspiration to me. You know, obviously being a young MMA fan, he's the man of Australian MMA, one of the greatest in the sport ever. And yeah, just to be able to be in the same room as him, watch him work, he's a real inspiration. And then obviously, yeah, he shared the cage with Makhachev. Had obviously that first fight very competitive. He had showed a lot, and yeah, he taught me a lot, gave me a good indication of what to expect in the fight, and yeah, just be able to see him work. He's an extremely hard worker and very inspiring person. Dernière question, Johan, là-dessus, avant de passer à la demi-finale, mais avec une victoire, une 16e de suite, égale le record d'Alderson Silva, il irait chercher une ceinture dans une deuxième catégorie de poids. Ce serait le 11e à le réussir seulement dans l'histoire. Donc, si Makhachev l'emporte, est-ce qu'il dépasse son mentor Khabib Nurmagomedov sur la liste des meilleurs combattants de l'histoire? Wow! Hein? Ça va être difficile de dire l'inverse. Je serais pas prêt à le dire encore. On dirait que je suis pas prêt à le dire encore. Je comprends. Khabib reste le plus grand, tellement noble, a jamais perdu un combat. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Un qui est 29-0, l'autre qui est 27-1, qui a une défaite, c'est ce qui lui fait mal. Mais il a défendu son titre des 155 livres plus souvent, déjà. Double champion, peut-être. Qui pourrait devenir double champion. Bref, la question est là. C'est un débat qui fait rage et puis c'est une question intéressante quand même. Il n'en demeure pas moins que c'est déjà un combattant d'exception et s'il gagne, il va vraiment venir encore plus cimenter son statut. Mais tu donnes des chances. Tu crois aux chances de JDM? Je crois aux chances de JDM. Plus le combat va avancer, plus je crois aux chances de JDM. Mais je serais pas surpris de voir un Makhachev très agressif. Puis peut-être terminer ça dans les premiers instants. Dans le premier round. Peut-être pas le premier instant du premier round, mais dans le premier round, certainement. C'est pas trop éternisé à son dernier. En tout cas, au premier round contre Moïcano, a passé une soumission au 5e round contre Dustin Poirier. Premier round contre Alexander Volkanovski avant ça. Donc, c'est 3 dernières victoires avant la limite en plus pour Islam Makhachev. OK. J'ai très hâte également à la demi-finale. Valentina Shevchenko, la plus grande poids-mouche féminine de l'histoire, vise une 11e victoire en combat de championnat, ce qui égalerait le record d'Amanda Nunes chez les femmes. Amanda Nunes qui l'a réussi en jonglant 2 divisions. Elle, Shevchenko, ce serait 11 victoires en combat de championnat dans une seule catégorie de poids, les 125 livres. Elle a perdu une seule fois dans cette catégorie, c'était contre Alexa Grasso, mais Zhang Weili pourrait devenir elle double championne. Elle n'a plus rien à prouver à 115. C'est un combat qu'on attendait depuis longtemps. Elle n'a pas beaucoup de faiblesse. Elle est puissante pour une 115 livres. On s'attend à ce qu'elle soit capable d'amener sa force physique. Tu sais, quand ça va au sol, Zhang Weili, là, c'est difficile. Elle est rapide également en combat debout. Je sais pas, c'est un bon choc de style. Le Muay Thai contre la boxe peut-être un petit peu plus... Quoi qu'elle s'entraîne en Thaïlande pas mal aussi, Zhang Weili. Donc, j'imagine quand avec son striking, ses coudes, ses coups de genoux également, je sais pas. C'est 2 combattantes qui n'ont pas beaucoup de faiblesse à mes yeux. C'est vraiment difficile de les départager. Hein? C'est très difficile de les départager. Comme tu dis, c'est 2 combattantes qui n'ont pas beaucoup de faiblesse. C'est deux combattantes qui sont très expérimentées. Du côté de Valentina, c'est 25 victoires, 4 défaites. Du côté de Zhang, c'est 26 victoires, 3 défaites. Leurs fils sont pratiquement respectifs, ils se ressemblent beaucoup. On a vu Valentina plus souvent à l'UFC, plus de guerres de 5 rounds de 5 minutes, beaucoup de décisions. On a peut-être un petit peu plus de contenu sur Valentina. On a du contenu sur Zhang. Mais selon moi, où est-ce que ça va se jouer? Ça va être au niveau de la vitesse. Valentina a toujours été reconnue pour sa vitesse très rapide. Mais là, on va avoir une Zhang qui va peut-être avoir l'avantage au niveau de la vitesse.
Puis comme tu l'as mentionné, les deux sont des spécialistes, surtout du combat debout. On sait que Valentina est en mesure d'amener le combat au sol si on voit que c'est nécessaire, mais Zhang est tellement rapide et tellement réactif sur les amener au sol, sur les, permettez-moi l'expression, les scrambles. Quand on arrive au sol, on roule rapidement, on trouve une manière de se relever. Donc, c'est surtout là que ça peut se jouer. Je pense que ça va être sur la vitesse. Si ça va au sol, honnêtement, Zhang Weili, à sa dernière sortie contre Tatiana Suarez, qui est elle-même une lutteuse d'exception, Zhang Weili a complètement dominé dans cet aspect-là. Je pense qu'elle a travaillé énormément sur sa lutte aussi. Donc, j'essaie de voir ça, de jongler avec ça dans ma tête, de voir comment ça peut se passer. Est-ce que Zhang a l'avantage au sol? Oui ou non? Qui a l'avantage debout? Honnêtement, là, j'ai vraiment de la difficulté à les départager, mais j'adore vraiment Valentina Shevchenko. Je trouve que c'est vraiment une combattante spéciale, avec une mentalité également spéciale. Je connais un petit peu moins Zhang, j'ai moins fait d'entrevues avec elle, mais à chaque fois qu'on parle avec Valentina Shevchenko, tu vois tout de suite la différence entre ces athlètes-là qui sont, on va le dire entre guillemets, average, là, et puis ceux qui ont la mentalité de champion. Là. Elle, là, elle te parle, là, puis tu poses une question qui fait pas son bonheur, là, puis tu le vois dans ses yeux qu'elle a le goût de t'arracher la tête, là, puis qu'elle dit tu doutes de moi, tu penses que j'avais posé une question sur une retraite potentielle à Manet, elle m'avait dit t'as pas d'affaire à me poser ça comme question. Tu penses que moi je vis pour les arts martiaux dans ma vie, là, j'en mange pour déjeuner, pour dîner, pour souper, puis toi tu penses que je vais arrêter, tu le vois tout de suite dans leur tempérament. Là. Ouais, tu le vois dans leur tempérament, puis Valentina, c'est une grande championne. Il y a beaucoup d'aura qui vient autour d'elle, puis c'est souvent ça qui fait que c'est impressionnant. Là, de l'autre côté, on a Zhang qui est tout autant une grande championne. Donc, vraiment, ça va vraiment être quand même un choc de style. Là où ça peut se jouer, selon moi, c'est que Zhang va respecter beaucoup plus le combat debout de Valentina Shevchenko. Donc, selon moi, il va y avoir beaucoup de respect entre les deux. C'est là que peut-être les portes d'entrée vont s'ouvrir pour Valentina, peut-être d'aller au sol, vu que il va y avoir beaucoup de respect entre les deux. Mais c'est certainement un combat qui est très, très, très épicé pour cette catégorie-là. Puis c'est sûrement un des plus grands combats féminins qu'on a eu depuis un certain bout, là. Ouais, exact. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ça fait longtemps qu'on se demandait à quel moment Zhang quitterait les 115 livres pour monter. C'est finalement le cas. Ça va être ce samedi, donc en demi-finale. Sean Brady contre Michael Morales. Sean Brady, on revient chez les mi-moyens. Sean Brady, classé 2e de la catégorie contre Morales, l'Équatorien. 26 ans seulement, il est classé 8e. Donc, sur papier, on se dit c'est un drôle de choix de Sean Brady d'affronter Michael Morales, qui est un combattant dangereux. Le lutteur contre le jeune striker, ça aussi, c'est tout un choc de style. Mais Sean Brady a tellement été impressionnant contre Leon Edwards à sa dernière sortie. Lui aussi a l'air en mission vers un combat de championnat. Comment tu vois, Johan, ce combat-là se dessiner entre ces deux gars-là au style complètement différent? Là? Hey, Sean Brady, là, c'est une machine. Okay? C'est l'ancien champion de l'organisation CFFC qui est monté à l'UFC, qui a gagné contre des plus grands dans l'organisation, qui a subi une seule défaite. Il est 18-1. La seule défaite qu'il a subie, c'est contre Belal. Et il avait été se battre à l'autre bout du monde avec un décalage horaire qui faisait. Puis là, c'est pas des excuses pour lui, mais il y avait rien qui était à son avantage. Puis on a vraiment senti qu'au niveau du cardio, ça l'avait affecté. Puis Tom Brady. Puis Sean Brady, c'est pas un gars qui manque de cardio. C'est pas un gars qui manque de cardio. Sean Brady, pour ceux qui le savent pas, c'est lui qui a le record en ce moment du UFC PI, des Institute of Performance à Las Vegas, pour le Basic Erdyne. Pour simuler le VO2 max pour le cardio. Donc, c'est lui qui a le record là-bas. Donc, c'est impossible que ce gars-là manque de cardio. Donc, la défaite qu'il a eue contre Belal, selon moi, il y avait une raison derrière ça. C'est pas des excuses, mais ce gars-là, c'est vraiment un talent. C'est un gars qui a un jiu-jitsu brésilien très dominant, une bonne boxe. Mais là, il se retrouve devant le jeune équatorien Morales qui est 18-0, qui a 13 KO à sa fiche, qui est spectaculaire comme ça se peut pas. Donc, oui, c'est un combat risqué, mais Brady est vraiment en plein contrôle. Puis selon moi, si Brady réussit à amener le combat au sol, ça va être la première défaite de Morales. Écoutons d'ailleurs Brady sur ce danger-là où, vous allez voir, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit il n'y a rien à gagner, lui, dans ce combat-là, mais c'est vraiment pas son approche à Sean Brady. I have everything in the game. Winning fights is the only thing that matters.
rankings really, we've seen how many times where guys are the number one contender and they don't get title shots. It happens all the time. The UFC is going to put who they want to put to fight for the belt. You know what I'm saying? I was number one. I didn't get the title shot. So all I have to do is just go win fights and eventually I'll get the title shot. Anybody outside the rankings can beat anybody inside the rankings. A ranking next to your name doesn't mean anything. So Michael Morales, it's just another fight. Whether I was fighting him or Usman or anybody, I just have to go win this fight. Winning solves everything, and whatever's next for me after this will come. If I need to fight one more time, I'll fight one more time, you know. Donc voilà, faut gagner. Peu importe le chiffre qu'on a à côté de notre nom dans les classements, ça veut absolument rien dire. Et lui, parce que plusieurs personnes s'attendaient à ce qu'il obtienne peut-être un combat de championnat après sa victoire contre Edwards, qui était l'ancien champion. Mais non, on le place contre un jeune loup. Mais il dit, regardez, les gens s'attendaient à ce que j'ai un combat de championnat, mais pas moi. Moi, je suis pas déçu. Je suis content d'aller me battre au Madison Square Garden et de me prouver contre un gars que personne ne veut affronter dans la division. Donc ça, c'est une attitude quand même une attitude de combattant. Ils sont plusieurs à l'avoir, mais lui, c'en est un autre exemple. Ouais, puis je suis pas mal certain que Sean Brady n'a pas vraiment hésité lorsqu'il y a eu le nom de Morales. Non, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a certainement sauté sur l'occasion, puis oui, Morales, personne ne veut l'affronter, mais souvent, ces gars-là, comme 18-0, il est arrivé à l'UFC, il gagne tous ses combats. Lorsque tu te fais un nom sur un gars comme ça, clairement, ça donne un ticket rapide, justement, pour une porte d'entrée pour un combat important. Fait que Sean Brady, c'est un gars opportuniste. Je pense qu'il a bien saisi ses opportunités jusqu'à présent. Puis, je pense qu'il va bien saisir cette opportunité-là aussi. Là. Ouais, il a dit le plus gros défi, la plus grosse force, en fait, de Morales, c'est le fait qu'il est très jeune, 26 ans seulement. Il est puissant, il est imposant physiquement, c'est un gros gabarit, mais ça peut être aussi ses défauts les plus importants. Ça peut causer sa perte. Parce qu'il dit, si le combat dure, si on réussit à faire durer le combat, à amener ça au 3e round, peut-être qu'il va manquer d'énergie en raison de son gros gabarit. Pas l'habitude de s'éterniser nécessairement, Michael Morales. Il dit aussi, il n'a jamais perdu, il est jeune, donc il se sent un peu invincible. Donc, il n'a peut-être jamais vraiment fait face à l'adversité. Je vais lui en donner. Ouais. On va voir comment il va réagir. Donc, très, très, très intriguant, ce duel. On va aller rapidement sur Leon Edwards contre Carlos Prates. Autre combat à 170 livres qui mérite d'être souligné. Edwards, ancien champion. Lui, il n'a pas gagné depuis 2023, 2 défaites de suite. Et Prates qui a bien rebondi avec un KO percutant contre Jeff Neal au mois d'août dernier, un des KO de l'année, là, avec un coup de poing renversé. S'il veut rester dans la discussion, Leon Edwards n'a pas le choix d'aller chercher ce combat-là. On ne sait juste pas quel Leon va se présenter. C'est un gars qui a énormément de talent, mais qui, des fois, ça n'a pas l'air d'y tenter d'être là. Puis s'il n'a pas la motivation pour sortir travailler, ça peut donner des combats un peu ternes. Oui, exactement. Puis tu sais, on a vraiment senti Leon Edwards depuis qu'il n'est plus sur le trône du championnat. C'est plus le même. Là. Sur 2 défaites consécutives, se doit absolument de rebondir contre Carlos Prates. Là. On le sait, Carlos Prates qui a perdu contre Ian Gary, qui a réussi à rebondir avec un chaos spectaculaire, un coup de coude renversé là, incroyable. Je vais m'en souvenir encore quand je l'ai vu. C'était tellement un chaos spectaculaire. Une grosse performance. Prates, c'est une chance en or de faire son nom sur l'ancien champion Edwards. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va vraiment être un choc un petit peu, un combat debout, choc de style un petit peu. Par contre, 2 très bons strikers, là. Pas des gars qui vont ça. 2 très bons strikers, mais faut pas négliger la lutte de Leon Edwards. Leon Edwards qui est un lutteur très solide, donc aurait peut-être davantage à essayer d'aller travailler dans le grappling contre ce combat-là, parce qu'on sait Prates, c'est pas sa force. Là. Exactement. Non, Prates, beaucoup moins. Un des Fighting Nerds. Ça se passe un peu moins bien pour les Fighting Nerds. Silva a perdu, Borralho a perdu, Prates avait perdu contre Machado Gary, mais il est revenu depuis. Donc, on les voyait invincibles. C'est ça, exact. Finalement, ils ne le sont pas, mais belle chance pour l'équipe et pour Carlos Prates de rentrer dans le top 5, en fait, à 170 livres s'il venait à bout de Leon Edwards. Benil Dariush contre Benoît Saint-Denis chez les légers. Peut-être un changement de garde à 155 livres. 2e chance, en fait, pour BSD de rentrer dans le top 10. Ça s'était pas passé l'an dernier comme il l'avait voulu lorsqu'il avait eu l'opportunité contre Dustin Poirier, entre autres, contre Renato Moicano. Mais là, affronte un Dariush qui a pas l'air au sommet de son art. Oui, il revient d'une belle victoire par décision contre Moicano, mais c'était pas ultra convaincant. Et même lui, il me l'avait dit après, je l'avais fait en entrevue, c'était à Vegas, puis il avait dit, si je perdais ce combat-là, je pense que j'accrochais mes gants, ce serait la retraite. Donc,
quand tu commences à penser comme ça du côté de Beneil Dariush, s'il devait perdre cette fin de semaine, est-ce que ce serait la fin pour le vétéran? Il a 36 ans. Quand même une belle fiche, 17 victoires, 6 défaites, un combat nul à l'UFC. Mais Benoît Saint-Denis qui revient d'un immense KO contre Mauricio Roffi au mois de septembre dernier. Lui, il est en pleine possession de ses moyens, donc pourrait se payer le vétéran Dariush cette fin de semaine. On en parlait également avec Johan. Bo Nickel qui se retrouve en finale des préliminaires contre Rodolfo Vieira. Ça va être intéressant. Un bon duel de grappler, mais des styles différents en fait. Vieira, champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. 9 de ses 11 victoires en arts martiaux mixtes acquises par soumission. Alors que Bo Nickel, lui, on le sait, ça a été un lutteur All-American, donc vraiment un gars qui est capable de vous amener au sol et de vous contrôler, faire du dommage en ground and pound. Il a perdu contre Reiner de Ridder à sa dernière sortie. On l'avait mis contre quand même un gars de calibre assez élevé. Donc, comment va-t-il réagir? Bo Nickel, ça va être à suivre cette fin de semaine contre Rodolfo Vieira. Et l'autre combat sur cette carte de l'UFC 322 que j'ai encerclé sur la carte préliminaire, Erin Blanchfield contre Tracy Cortez chez les poids mouches féminins. On a le championnat en demi-finale, Shevchenko contre Zhang Weili, mais Erin Blanchfield qui est classé 4e à 125 livres contre Cortez 8e. Ça, c'est une revanche, combat-revanche. Cortez l'avait emporté lorsque les deux filles étaient dans l'organisation Invicta. Mais depuis ce temps-là, Blanchfield est sur toute une séquence. 7-1 à l'UFC. Elle devait revenir contre Macy Barber cette année. Barber a dû déclarer forfait quelques minutes avant le combat. On se rappelle, les deux étaient dans le vestiaire. On s'apprêtait à sortir et finalement, le combat a été annulé parce que Barber a été ennuyé par un malaise. Donc, on va voir comment Blanchfield va sortir cette fin de semaine. Venger une défaite qu'elle a subie en 2019 contre Cortez. Qui, elle, a 31 ans, fiche de 6 victoires, 1 défaite à l'UFC. Les deux ont une seule défaite dans la grande organisation. Blanchfield, c'était contre Manon Fiorot et Tracy Cortez, c'était contre Rose Namajunas. Donc, vraiment un duel très, très, très important chez les poids mouches féminins. C'est la carte de l'UFC 322. Notez bien, si vous voulez regarder la carte préliminaire, bien sûr, sur les ondes de TVA Sport, mais en raison d'un conflit d'horaire à la télé, c'est sur le web, sur TVA Sport Direct, si vous êtes abonné à cette application. Mais si vous êtes abonné à la télévision à TVA Sport, vous pourrez regarder gratuitement le gala sur l'application TVA+. Donc, ce sera très simple. Vous entrez vos coordonnées d'abonnement de TVA Sport et vous pourrez accéder à la carte sur TVA+. Jean-Paul, Valérie et Pat Côté, bien sûr, qui seront là à la description et l'analyse. Et la carte principale avec les 2 combats de championnat à la télé à la carte sur Indigo dès 22h. On passe là-dessus aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Quelques nouvelles qui retiennent l'attention cette semaine, en fait. Jon Jones qui continue de faire parler de lui. Il est dans sa tournée de rédemption, j'ai l'impression. Il veut à tout prix être sur la carte de l'UFC Maison-Blanche au mois de juin prochain. Il prend tous les moyens pour y arriver. A demandé une rencontre en tête-à-tête avec Dana White pour s'excuser de tout ce qui s'est passé dans la saga Tom Aspinall. Il a diffusé une vidéo cette semaine. Vous irez voir ça sur ses réseaux sociaux, là. Il a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux pour une vidéo promotionnelle avec une compagnie de suppléments. Mais il parle carrément de la Maison-Blanche, du patriotisme américain, tout ça, et du fait qu'il est le plus grand Américain présentement en arts martiaux mixtes. Et c'est vrai, il n'y a pas d'autres champions américains à part Kayla Harrison. Chez les hommes, il n'y a pas de champion américain. Et lui, il n'est plus champion, mais il a été jusqu'à tout récemment champion des poids lourds. Donc, il prend les moyens pour y arriver. Est-ce que Dana White va accepter? Potentiellement, surtout si Alex Pereira, ça se matérialise, un combat potentiel contre Jon Jones. Il y a Francis Ngannou aussi qui est ressorti et qui a dit « Le plus gros combat à faire chez les poids lourds, peu importe les organisations, ce serait Ngannou contre Jon Jones. » C'est le problème pour Ngannou, c'est qu'il est persona non grata à l'UFC, encore plus que Jon Jones peut-être, et qu'il est sous contrat avec la PFL présentement, même s'il ne s'est pas battu avec l'organisation depuis toutes ces années. Bref, à suivre pour l'UFC Maison-Blanche et le retour potentiel de Jon Jones. Alex Pereira, j'en parlais un petit peu. Il y a aussi une controverse ou une animosité avec Khamzat Chimaev qui se développe.
Chimaev a dit qu'il aimerait ça monter de catégorie pour affronter Pereira à 205 livres. Mais là, Pereira, lui, sa réponse, ça a été de dire on va le faire, on va s'affronter, mais dans ton monde à toi, Khamzat, on va aller faire une compétition de grappling tous les deux et tous les fonds seront remis à une œuvre de charité. Et Chimaev a dit oui. Donc, est-ce que ça se fera? À suivre. Pour l'instant, on ne parle pas de combat d'arts martiaux mixtes, mais peut-être un combat de grappling ou de jiu-jitsu brésilien entre ces deux-là. Honnêtement, je ne donnerais pas beaucoup de chance à Alex Pereira dans un combat de grappling contre Khamzat Chimaev. On sait que c'est pas trop sa force, Alex Pereira, le jeu au sol. À suivre, donc. Les doigts dans les yeux, un petit suivi de dossier là-dessus parce que Herb Dean, arbitre de renom, a indiqué cette semaine au podcast de Michael Bisping que les officiels s'étaient rencontrés, on tentait de trouver une solution pour remédier à cette situation-là. Et ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'on va juste commencer à appliquer les règles. Le règlement, c'est que c'est interdit d'allonger son bras avec les doigts vers l'avant. Que tu donnes un coup ou pas, ou que ce soit pour bloquer, tout ça, il faut que tes doigts soient pointés vers le haut et non pas vers le visage de ton adversaire. Il dit le problème, c'est qu'on donne des avertissements, on leur dit dans le vestiaire avant, mais durant le combat, ça va vite et on n'avertit pas à chaque fois. Là, on va commencer à le dire et à enlever des points, même s'il n'y a pas de faute. S'il y a juste les doigts pointés vers l'avant, on va être obligé de sévir. Ça va potentiellement régler le problème. C'est sûr que enlever des points à tout bout de champ pour des fautes potentielles ou des fautes qui sont commises ou non, ça devient... ça tue un petit peu le momentum et ça tue aussi les chances de l'emporter. Si tu gagnes un round, mais c'est 9-9 ou 9-8 parce que tu t'es fait enlever 2 points, ça t'enlève énormément de chances de gagner. Bref, c'est un peu ça que Herb Dean disait. Mais il dit qu'il faut trouver une façon d'empêcher ça parce que c'est un véritable fléau. Donc, on va voir s'ils vont y aller dans cette veine-là, en fait, là, et vraiment appliquer les règles et être plus sévère à ce niveau-là. Et dernière petite nouvelle en terminant, AJ McKee qui reste avec la PFL. On parle de tous ces combattants qui quittent la PFL ou Bellator pour se joindre à l'UFC parce qu'ils ne sont pas contents avec l'organisation. AJ McKee, qui est peut-être la plus grosse vedette de l'organisation, lui, ça c'est une bonne nouvelle pour la PFL, décide de rester avec PFL. Ils en avaient besoin, PFL, de ça, parce que là, il y a Pacheco, il y a Patricio Pitbull, il y a Patchy Mix, il y a Aaron Pico. Tous ces gens-là sont partis. Kayla Harrison, il y a un peu plus longtemps. Tous ces gens-là sont partis, ont quitté la PFL parce que c'est pas heureux. Au moins, on est capable de garder notre grosse vedette, AJ McKee, contre qui il va se battre. À suivre. Mais bref, l'Américain, ancien champion des 135 livres, demeure avec l'organisation. Voilà, ça fait le tour pour cette émission du SOS Podcast, cet épisode. Merci à Johan Lennes qui a pris le temps de faire l'émission de chez lui à domicile. Merci à Phil en régie. Merci à vous tous de nous suivre. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes où vous suivez vos podcasts. Également, abonnez-vous à la chaîne TVA Sport, la chaîne YouTube TVA Sport pour regarder ça en vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.